Le débat, on va donc parler d'immobilier, on va regarder ce qui se passe. Vous avez beaucoup de questions sur ce sujet-là. Que va devenir le marché du bureau après ce qui s'est passé avec le Covid, avec tout ce qu'on a entendu sur le télétravail. Mais il y a plein d'autres sujets. Les perspectives de remontée des taux d'intérêt, on en a parlé tout à l'heure avec Nadine Trémolière, le redémarrage de l'inflation. L'idée aujourd'hui, c'est de faire un point un peu en essayant de regarder les tendances un peu plus longues. On va sortir un peu du quotidien pour réfléchir effectivement à tout ce qui est en train de se passer d'un point de vue économique de ce nouvel environnement et les conséquences que cela va avoir sur les SCPI. Avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions, Marc-Olivier Penin, le directeur général de la Française REM. Marc-Olivier, bonjour. Bonjour. Avec nous également Éric Cosra, le président de Perial. Bonjour. Bonjour Éric. Grégory Frappé, président de Primonial REM. Bonjour. Et je le dis tout de suite parce que je vous l'ai annoncé tout à l'heure, Marc Bertrand est actuellement coincé, donc il n'est pas avec nous. Cela dit, comme je prépare les émissions, de temps en temps, je viendrai quand même vous chercher sur des idées qu'il m'avait données quand on avait changé. Allez, on attaque le sujet très clairement. Ce qui ressort dans les questions, c'est l'inquiétude des conseillers, des investisseurs autour du marché du bureau. Donc on va commencer par là, si vous le voulez bien. Et avant de vous poser la question, de savoir votre sentiment, je voudrais vous poser la question de savoir ce qui se passe chez vous en termes d'accords de télétravail et comment la crise du Covid va modifier les process dans la façon de travailler. Éric, je vous sens me regarder avec envie, donc on va commencer par vous. Je vais répondre à votre question, Jean-François. D'abord, on n'a jamais été fermé chez Perial. Donc, il n'y a jamais eu un moment où l'ensemble des collaborateurs étaient en télétravail toute la semaine. On a varié les équilibres, télétravail présentiel en fonction des annonces gouvernementales et de l'intensité de la pandémie, mais nous avons toujours été ouverts et donc toujours avec des bureaux ouverts, et ça c'est déjà extrêmement important. Et j'estime qu'en tant que chef d'entreprise, c'est beaucoup plus efficace lorsque les collaborateurs puissent se rencontrer, se voir, échanger, et qu'il y a un moment où le bureau fait sens. Je défends également après ça le bureau en tant que gérant de fonds, bien évidemment. Bien évidemment. Et donc, nous avons, à l'heure actuelle, on est revenu à 4 jours de présentiel par semaine. Ouais. On a voulu marquer un grand coup après la pandémie, et nous engagerons donc des discussions avec les représentants du personnel à la rentrée, pour trouver un bon équilibre justement entre présentiel et télétravail. Ok. Marc-Olivier, à la Française, qu'est-ce qui se passe? Alors à la Française, on pratiquait déjà le télétravail avant la crise sanitaire, dans une limite de 1 journée par semaine et par collaborateur. Et il fallait que le collaborateur le demande et que ça soit accepté. On étudie actuellement le fait de passer à 2 jours, toujours sur la base du volontariat. À charge effectivement au management ensuite d'organiser avec les équipes donc ce n'est pas forcément 2 jours à la discrétion des collaborateurs? Non, il y a une logique effectivement d'entreprise à respecter. On essaiera bien sûr dans l'organisation de donner le plus possible satisfaction aux collaborateurs. Après, il y a aussi des fonctions et des travaux à faire avec les gens sur place. Il faudra aussi l'organiser. Grégory Frappé, qu'est-ce qui se passe chez Primonial REM? Alors chez Primonial REM, c'est 3 jours sur 5 de présence sur le site. On a vraiment voulu faire en sorte que le siège de Primonial soit un peu la vitrine de notre savoir-faire et de nos convictions en matière d'immobilier de bureau. Donc on a 2 tendances fortes. Permettre le nomadisme pour nos collaborateurs avec des outils digitaux, et puis également de faire en sorte qu'on ait une bonne raison de se rendre sur notre siège avec toujours plus d'espace collaboratif, toujours plus de lieux d'échange. Et pour aller un peu dans le sens de ce que disait Éric et défendre la profession, on n'a pas rendu et on ne rendra pas 1 mètre carré de bureau. Ok, allez, j'entends donc la défense de la profession. Est-ce que vous entendez, moi en tout cas j'entends, des grands patrons qui disent, notamment dans des grands groupes, si les gens viennent moins au boulot, par définition, il va falloir rendre des mètres carrés. J'entends juste des bruits où il y a quelque part cette réalité de gens qui disent il va falloir qu'on gère le télétravail, mais le télétravail doit aussi être une occasion de réduire les surfaces.
Marc-Olivier. Ça peut être une équation financière tentante, évidemment. Donc si on fait une règle de 3, et on peut arriver à des chiffres relativement intéressants. Après, comme le dit Grégory, travailler, se retrouver sur le siège en présentiel, ça nécessite aussi d'aménager les locaux. Donc on va tous, dans le cadre de ces projets, regarder à étendre tout ce qui est salle de réunion, à créer des salles qui permettent de travailler et en présentiel et à distance, etc. Tout ça, ça consomme des mètres carrés et plus que des espaces individuels. Donc il y a des études importantes qui sont sorties en disant qu'il y avait historiquement, plutôt 70% des surfaces qui étaient réservées à des bureaux individuels et 30% mis en commun. Et les études montrent qu'elles pourraient s'inverser en termes de proportion. Savoir ce qui restera après comme mètre carré, c'est à regarder projet par projet. Ok, Marc Bertrand défend l'idée en disant on a serré les gens dans des espaces et vraisemblablement pour des raisons sanitaires, on va plutôt un peu les séparer. In fine, Éric Cosra, les brokers, ils disent quoi? Ils disent que, j'imagine qu'ils chiffrent un peu la baisse de demande. Parce que vous n'allez pas me dire qu'il n'y en aura pas. C'est une réalité et je crois qu'il faut qu'on l'intègre. Et on a notre mission, nous, c'est de l'intégrer et de voir comment on y répond. Bien évidemment, on parle surtout de grands groupes qui n'ont pas forcément jusqu'à présent rationalisé leur mètre carré, qui vivaient peut-être un petit peu avec des méthodes anciennes, avec beaucoup de bureaux fermés. Et ce qu'on constate, nous, notamment, c'est qu'il y a des arbitrages qui sont faits au sein de ces grands groupes et au sein de leur patrimoine, c'est-à-dire quels immeubles ils vont effectivement restructurer, rénover, réadapter avec les nouvelles méthodes que nous utilisons nous déjà chez Perial, le flex office, des espaces collaboratifs, des bulles d'échange, etc., etc. Donc les nouveaux usages du bureau. Et qu'est-ce qu'ils vont effectivement laisser tomber en disant on va effectivement rationaliser ça et on n'a plus besoin de autant de mètres carrés. Ce que je suis convaincu, c'est qu'il va y avoir un retour de balancier, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche extrêmement financière qui est mue par des économies et qu'il y aura un retour de balancier parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde au télétravail et rationner à minima les locaux. Il va bien falloir revenir, notamment lorsqu'il va falloir gérer les croissances des entreprises. Grégory Frappé, vous êtes un acteur important et donc vous achetez des immeubles relativement de taille importante et donc avec beaucoup de grands groupes comme locataires. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une différence de comportement dans la consommation immobilière et dans la réaction face à la crise entre, d'une part, les grands groupes et d'autre part, les PME? Mais déjà, comme vous le dites, on est effectivement très présent sur le marché des sièges sociaux qui sont situés principalement en première couronne parisienne, achetés assez récemment, donc assez efficients sur leur utilisation et avec des signatures qui sont plutôt bonnes. Nous, on a mis à profit la période de confinement pour essayer, autant que l'on pouvait, de re-signer des beaux lots pour se donner une respiration dans le produit de rente qu'est la SCPI. On a des taux d'occupation et des taux d'encaissement en matière de bureaux qui sont exactement les mêmes que ceux de 2019. On est au-delà de 97% d'encaissement de nos loyers. Mais ce temps long, il faut le mettre à profit et vraiment essayer d'intégrer, de comprendre ce qui est en train de se passer sur l'immobilier de bureau. Il y a une tendance aujourd'hui qui est réelle pour avoir plus de télétravail, avec la question est-ce que ça sera moins de mètres carrés. Et il y a également des attentes des utilisateurs, des collaborateurs qui sont de plus en plus importantes. Donc nous, ce que l'on veut, c'est mettre toujours plus de compétences immobilières pour faire pivoter quand c'est nécessaire nos actifs de bureau, pour les rendre en adéquation avec les attentes du service, de l'efficience de plateau. Moi, je ne suis pas du tout convaincu que pour les bons actifs, on aura plus de vacances liées au télétravail, même si le télétravail est une réalité qui va s'installer, mais il y a les espaces collaboratifs qui vont consommer des mètres carrés, et puis des utilisateurs qui auront le choix entre de très bons actifs et d'autres peut-être un peu moins bien positionnés ou traités et qui, eux, vont souffrir. Alors, télétravail. Je vais prendre le sujet, pas du côté de l'entreprise, mais du côté de l'utilisateur, c'est-à-dire le salarié. Est-ce que vous vous dites que le télétravail va se faire à la maison, ou est-ce que vous vous dites que finalement, il va falloir trouver des espaces
proches des habitations, ce qui n'est pas forcément le cas des bureaux actuels, sur lesquels les gens vont télétravailler. Et dans ce cas-là, pour vous, ça vous ferait la matière exploitable. Si je travaille chez moi, vous n'avez pas de matière exploitable. Si je travaille dans un lieu tiers, il y a de la matière exploitable. Éric, votre sentiment? C'est une option. Je pense qu'on a beaucoup d'options qui s'ouvrent à nous. Je pense qu'il faut envisager le bureau de demain, d'acter les grandes tendances qui se sont accélérées avec le Covid, et le tiers-lieu, puisque c'est ce qu'on appelle le tiers-lieu, c'est-à-dire on n'est pas au siège social et on n'est pas chez soi, on est dans un tiers-lieu, un petit peu comme une espèce de hôtel où on va trouver à la fois le confort, les équipements nécessaires pour pouvoir travailler, est une option envisageable. En tout cas, chez Perial, ça fait partie des solutions que nous envisageons. On en étudie plusieurs, et dont le tiers-lieu en est une. Marc-Olivier, option possible, probable? Alors, votre sentiment, c'est quoi? Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, tout dépend des métiers. Les middle officers peut-être peuvent travailler chez eux à condition d'être correctement desservis par la fibre ou par Internet. C'est quand même une contrainte technique évidente. Je pense que les tiers-lieux, effectivement, vont se développer. Je pense que le nomadisme, on aura plus de possibilités d'organiser dans de très bonnes conditions le nomadisme, parce que je pense que les tiers-lieux vont se multiplier. Après, il y aura un marché qui va se créer du tiers-lieu, parce que c'est logique. Il y aura sans doute des tiers-lieux qui vont bien fonctionner, d'autres moins bien. Je pense que les tiers-lieux, ils vont sans doute mailler un petit peu plus le territoire français et coller notamment aux zones résidentielles. Les sièges, les immeubles importants sur lesquels se retrouveront les locataires ou les collaborateurs seront centraux. Ok. Zone là où habitent les gens, est-ce que... on ne va pas faire de parisianisme, mais un peu quand même. Mais cela dit, vous avez beaucoup de vos investissements qui sont faits en Île-de-France. Est-ce que dans le cas du télétravail, le lieu d'habitation ne va pas changer? C'est-à-dire est-ce que le trajet pour aller bosser, hier c'était la banlieue avec le RER pour venir dans le centre de Paris, est-ce que demain, ça ne sera pas Rennes-Paris, Tours-Paris, Bordeaux-Paris, autrement dit des lieux beaucoup plus loin, puisqu'on est moins censé aller au bureau. Et je dis ça en l'occurrence en pensant à Marc, parce que c'est l'une des idées qu'il développe, donc je vais vous tester sur cette idée-là. Est-ce que finalement les localisations proches de Montparnasse, de Gare de Lyon, etc., vont pas devenir des éléments cœur, justement parce que pour toute une partie de la population, ça sera quasiment plus simple d'aller au bureau, avec un bureau dans ces régions-là, que dans le 17e arrondissement. Grégory Frappé. Moi, j'ai la conviction déjà qu'il y aura toujours un attachement au siège, parce que c'est un lieu finalement assez républicain et qui gomme les différences sociologiques entre les différents collaborateurs qui œuvrent à un succès commun. On a vu pendant le confinement, on n'est pas tous égaux par rapport au télétravail lorsqu'il s'exprime à domicile en fonction de son lieu d'habitation. Donc là, on a un peu subi un télétravail à la maison. Mais moi, je pense que demain, il pourra s'exprimer plutôt dans des tiers-lieux et qui seront susceptibles d'être les locataires des SCPI ou des grandes foncières. Est-ce qu'il y aura la possibilité d'accompagner les collaborateurs lorsqu'ils travailleront chez eux? Je pense que ça sera un sujet entre les mains des représentants du personnel. Moi, je ne vois pas, en tout cas pour les entreprises que je côtoie, des modèles dans lesquels on va renoncer au siège pour ouvrir des antennes locales ou des collaborateurs qui vont assumer d'aller vivre de manière pérenne dans les grandes métropoles régionales. C'est pas ce que je le constate. Moi, je vois 3 jours sur 5 au siège, et peut-être que ça sera d'ailleurs le coût fixe que le locataire sera prêt à assumer. Un peu de flexibilité et de respiration sur sa croissance, sa décroissance dans des tiers-lieux, et puis mieux accompagner les locataires à la maison. J'aimerais vous chercher 2 petites secondes dans quelques minutes sur ce sujet-là, parce que vous m'interpellez. Je reviens sur ce que vous m'avez dit, Eric. Vous m'avez dit le tiers-lieu, c'est l'une des hypothèses que l'on travaille. Les autres, c'est quoi ? Il y a beaucoup sur la flexibilité du bureau, comment on va accompagner les locataires à transformer leur bureau, notamment... Qui va payer ? On voit bien, alors après ça c'est un échange entre... C'est une question simple. Donc c'est une manière en tout cas de les fidéliser, donc c'est une manière de les fidéliser, de pouvoir les accompagner. Est-ce qu'il faut leur offrir des services
supplémentaires? Est-ce qu'il faut créer des espaces de coworking au sein de nos patrimoines immobiliers? Est-ce qu'il faut créer de la flexibilité sur le temps à l'intérieur de baux qui sont plutôt longs? Donc, il y a beaucoup d'idées et beaucoup de choses à faire, mais on va s'orienter indéniablement vers beaucoup plus de services aux locataires. Donc comment les fidéliser, et non pas être uniquement qu'un propriétaire de mur, mais également comment assurer à la fois le confort, l'hygiène et le service qu'ils voudront avoir. Ok, est-ce que c'est le job d'une SCPI de faire du service? C'est le job d'un propriétaire immobilier. Après ça, la SCPI est limitée en ce qui concerne le service commercial, donc il va falloir réfléchir à ça, éventuellement aller solliciter des évolutions de la réglementation. Il était déjà permis de pouvoir avoir une quote-part, notamment du meublé, des meubles lorsque la SCPI faisait l'hébergement sous gestion. Donc il va falloir... Pour Jean-Marc Colly, le président de l'ASPIM, donc éventuelle demande d'évolution de la réglementation. Oui, ça fait partie du métier de l'ASPIM. De toute façon, il va falloir accompagner. Et en tout cas, ces nouveaux usages de bureaux, il va falloir qu'ils soient collés, notamment à une réglementation SCPI qui n'a pas été faite pour ça, puisqu'elle date d'une époque où on était effectivement juste propriétaire de murs. Donc on est dans des frontières qui sont beaucoup plus poreuses et dans lesquelles il va falloir, nous, propriétaires, s'impliquer un peu plus, sinon on ne survivra pas. Question, vous parlez de flexibilité. Toutes les entreprises se sont rendues compte que... dans leur compte de résultat, l'immobilier était une charge fixe, chère, et qu'il fallait payer dans la majorité des cas. Donc de plus en plus, il y a des gens qui disent « mais moi je veux des trucs beaucoup plus souples que ça, parce que votre fameux bail, il me gêne un peu ». Marc-Olivier, est-ce que c'est un mouvement... quelle est l'ampleur du mouvement? Comment vous le ressentez aujourd'hui? Historiquement, si on regarde bien les discussions que les propriétaires ont toujours eues avec les locataires, le bail long, ferme, il a toujours été négocié en contrepartie d'avantages à l'entrée, soit un accompagnement financier sur les premiers mois, soit des programmes de travaux. Je pense que les discussions ont toujours été ouvertes sur ces mesures d'accompagnement, comme on les nomme, en échange d'un bail plus ou moins long. On va avoir, je pense, des actifs sur lesquels les baux longs auront toujours un intérêt pour le propriétaire bien sûr, mais aussi pour le locataire qui peut se projeter à long terme sur son siège ou sur des immeubles importants pour son système d'entreprise. Peut-être, et c'est tous les travaux qu'on mène tous actuellement, qu'il y a aussi un format plus souple, peut-être moins accompagné financièrement par les propriétaires pour le coup, qui supportera un engagement moins long, voire qu'il soit beaucoup plus flexible. Comment on réagit? Parce que vous êtes à l'interface entre deux opérateurs qui ont des intérêts contradictoires. Soyons bien clairs. D'un côté, vous avez des gens qui vous apportent de l'argent, conseillés par des professionnels qui leur disent c'est un bon produit, c'est une bonne solution, ça va être rentable. L'investisseur, il a plutôt tendance à chercher de la visibilité, de la régularité, etc. D'un autre côté, vous avez des locataires qui, visiblement, sont de plus en plus en train de vous demander de la souplesse. Comment ça se gère, Grégory Frappé, votre sentiment par rapport à ça? Comment on résout cette équation? On a une industrie de l'immobilier dans laquelle la valeur que l'on attribue aux actifs est aujourd'hui basée sur la durée résiduelle ferme des baux. Pour faire simple, plus le baux résiduel est long, plus la valeur de l'actif est forte. On a également la distorsion entre le loyer facial et le loyer économique. La différence entre les deux, c'est les mesures d'accompagnement que l'on concède aux locataires. À l'autre bout de la chaîne, on l'a dit, on a des entreprises utilisatrices qui vont vouloir de la flexibilité. Donc ce n'est pas complètement la même chose que la valeur dans le monde d'aujourd'hui, et également du service, et on voit qu'on a des freins notamment réglementaires sur la capacité que l'on a à délivrer ces services. Moi, pendant longtemps, j'étais assez convaincu que ce seraient les coworkers qui se mettraient entre la foncière et l'utilisateur pour apporter à la foncière des baux d'une durée ferme, eux-mêmes apporter la flexibilité aux locataires et les services. D'accord, ça veut donc dire qu'on met un grossiste entre vous et le client. C'est-à-dire on rajoute un intermédiaire qui va récupérer sa marge. La question qui se pose aujourd'hui, c'est on voit que le modèle des coworkers est assez attaqué par la période inédite que l'on vient de vivre. Et est-ce que nous-mêmes, nous allons devoir muter, pivoter pour prendre notre part
de la flexibilité d'une part et des services. Moi, je ne suis pas très inquiet parce qu'au-delà de la durée ferme du bail, et si on réinvente un peu la manière dont on valorise un actif, au final, les bons actifs sont loués, indépendamment de la flexibilité qu'on apporte à un locataire. Entre nous, la question, c'est pas les bons. Parce que les bons, il n'y en a pas à l'infini. Pour les mauvais, la question, c'est pour les sans mauvais, forcément parler des mauvais, les moyens déjà. Un actif rincé à la fin de sa durée ferme de bail, c'est de toute façon un problème pour le propriétaire. Donc votre réflexion, elle consiste finalement à un peu repousser la problématique, alors que moi je propose plutôt de la gérer. Ok, est-ce que sur ce sujet du coworking, est-ce que c'est le rôle de la SCPI finalement d'assumer ce risque-là et d'accepter des zones tampons ? Moi, je voudrais revenir sur la contradiction apparente entre deux types de clientèle, à la fois d'un côté nos locataires, de l'autre côté nos investisseurs. Pour moi, il n'y a pas de contradiction. Nous avons, nous, à gérer, et c'est notre rôle de gérer effectivement une contradiction qui peut être apparente. On a d'un côté à distribuer un cash flow long à nos investisseurs, et de l'autre à travailler sur ce cash flow long. Alors bien évidemment, l'agilité, le nouveau monde, les technologies, la compétition, la concurrence nous amènent à être plus créatifs et à avoir des décisions et des actes de gestion qui seront peut-être beaucoup plus souples, sur lesquels il va falloir être beaucoup plus en réaction, mais tout ça pour gérer déjà une pérennité de cash flow long. C'est ce que nous faisons déjà en SCPI. Les clients ne le voient pas, c'est-à-dire qu'ils voient effectivement un produit qui est stable, régulier là-dessus, mais derrière, il y a toute une activité des équipes de gestion, d'arbitrage, de travaux, de rénovation, de relocation, et tout ça s'est considérablement accéléré sur ces dernières années. Donc on va continuer sur cette tendance-là. Et donc on réconcilie, au fond, les intérêts des uns et des autres. Marc-Olivier Penin, j'ai entendu parler espace collaboratif, etc. Je reste toujours avec mon idée que certaines boîtes veulent essayer un peu de réduire leurs coûts. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est envisageable ou c'est pas envisageable de se dire que dans un immeuble, les espaces collaboratifs sont, entre guillemets, communautaires, c'est-à-dire partagés entre plusieurs entreprises ? C'est-à-dire on a des bureaux individuels et puis on a des espaces où on va avoir plusieurs boîtes. Alors, il y a deux choses. Il y a l'animation en tant que telle et puis il y a le partage d'un lieu entre plusieurs locataires. Partager un lieu ou partager même un immeuble, c'est des problèmes de contrôle d'accès. Il y a des règles et des demandes de niveau de contrôle d'accès qui peuvent varier assez significativement entre les entreprises suivant qu'elles ont des activités plus ou moins confidentielles, etc. Donc ça, c'est le premier frein, c'est comment on organise l'immeuble. Sur les parties, on va dire, servicielles et qu'on dédie à toutes ces activités, c'est plutôt un avantage, évidemment, pour les locataires de pouvoir les partager. Après, il faut voir comment on le fait. Est-ce qu'on le réserve? Est-ce qu'on l'organise de façon stricte? Ou est-ce qu'au contraire, on garde une partie libre et une partie un peu plus organisée? Et puis après, il y a comment on le fait vivre, et ça c'est très important, parce que généralement, nous, ce qu'on constate sur nos patrimoines, c'est que c'est bien de créer des outils, etc. Après, si on ne les fait pas vivre, ils sont très peu utilisés. Et donc là, soit on a le droit, et réglementairement, de l'organiser nous-mêmes, soit c'est du partenariat avec des acteurs spécialisés. Grégory Frappé, vous avez évoqué tout à l'heure un marché à double vitesse. Est-ce que ce marché à double vitesse aujourd'hui est reconnu par les valeurs d'expertise? C'est-à-dire que est-ce que les experts font une vraie différence de prix entre ce qui est de très bonne qualité de ce qui est d'un peu moins bonne qualité? La réponse est oui, et j'ai envie de vous dire, c'est enfin bienvenu. Dans le monde avant le Covid, on avait une conversion des taux de rendement à l'acquisition vers le bas, une convergence qui ne rémunérait pas le risque. Mais le risque, ce n'est pas simplement les bons ou les mauvais actifs, c'est un tout petit peu plus subtil. C'est est-ce qu'il y a un risque administratif? Est-ce qu'il y a un risque locatif pendant une période de VFA? Et comme il y avait beaucoup d'argent qui s'employait de façon un peu indifférenciée, on oubliait ce risque pour acheter très cher des actifs. Ce que l'on constate, c'est que pour les actifs bien localisés, il n'y a absolument aucune perte de valeur, aucune décompression de taux, voire même une compétition qui reste assez forte entre des acteurs français et y compris internationaux qui reviennent. Pour les actifs qui ont des risques à rémunérer et pas seulement des défauts, effectivement, aujourd'hui, ce risque, il est rémunéré, ça peut aller jusqu'à 200 points de base.
Marc-Olivier Penin, j'ai quand même entendu là, dans le discours cette notion de souplesse, de bail ferme d'auparavant qui pourrait éventuellement partiellement être remis en cause. Est-ce que les experts ont commencé à intégrer ça ou est-ce que finalement ils continuent à dire je regarde la durée résiduelle du bail, je regarde le locataire et pour l'instant je continue de valoriser, pardonnez-moi l'expression, les experts, mais peut-être un peu old school? Toute la partie d'occupation classique en bail 369 et ferme, elle n'a aucun mystère pour nos experts. Donc c'est pas là-dessus qu'il y en aura des grandes évolutions, à voir comment on apprécie le risque sur chacun des immeubles. Là où est davantage le sujet, et on en discutera pas mal avec les experts, je sais que les experts en discutent entre eux en ce moment, c'est voilà, si on est sur des formats beaucoup plus souples, avec des possibilités de libérer l'actif de façon beaucoup plus linéaire pour un locataire, quitte à ce qu'il loue plus cher, comment je le prends en compte en termes d'expertise, moi expert. Ça c'est le vrai sujet. Et là, il faudra effectivement regarder dans le rétroviseur tout ce qu'on aura appris du remplissage via les coworkers, parce que tout est une fonction d'occupation locative et de pérennité quasi statistique, puisque là on est dans le domaine algébrique. Voilà comment on projette les flux d'occupation, fussent-ils, on va dire, un peu plus flexibles. Ok. Dans les autres sujets, puisque l'heure tourne, il est déjà 45, dans les autres sujets, on va très rapidement aborder deux sujets que l'on avait mis dans l'intitulé, donc on va les traiter. Inflation et le niveau des taux d'intérêt. Donc on va être honnête, quand on a défini l'intégralité de la titraille, c'était il y a de cela une dizaine de jours, et depuis 10 jours, il s'est passé qu'il y a un certain nombre de petites choses, puisque les inquiétudes inflationnistes ont quand même un tout petit peu baissé, notamment après les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Donc, question, est-ce que vous, dans vos scénarios, il y a des sujets d'inquiétude inflationniste et de remontée sensible des taux d'intérêt à long terme, Éric Cosserin? On n'a pas d'inquiétude à proprement parler. D'abord, rappeler que s'il y a inflation, c'est souvent favorable à l'immobilier et notamment donc au loyer. Maintenant, est-ce qu'il y aura inflation? Je suis comme vous. À un moment, on s'est dit, avec la reprise de l'activité, un monde qui est un peu plus cloisonné et avec des matières premières qui ont des difficultés à être livrées, il y a eu effectivement un sursaut d'inflation. Est-ce que c'est un feu de paille? Est-ce que ça va durer? Moi, j'avoue que pour l'instant, je suis assez dubitatif et je pense qu'on en sera plus à la rentrée avec des tendances de fond qui vont s'inscrire sur une économie. Marc-Olivier Penin, je posais tout à l'heure la question à Nadine Trémollier en disant est-ce que c'est une inflation de coûts ou est-ce que c'est une inflation de salaire et vous, votre sentiment sur ce sujet-là? On voit que l'économie a redémarré assez brutalement, en même temps que le déconfinement, ou au moins la période de déconfinement, j'espère, le plus structurelle possible. Et donc, il y a eu des tensions, effectivement, sur les matières premières et des hausses de prix. Donc là, on est plutôt dans le conjoncturel et pas dans le structurel. Après, il y a quand même des forces encore qui restent à avoir une inflation relativement limitée et basse. Donc, soit c'est un sursaut du redémarrage de l'économie qui a créé des goulots d'étranglement sur notamment sur certaines matières premières, et après on va en revenir effectivement à une inflation légère, elle est indexée sur les loyers, donc pour nous on est équipé en matière immobilière. Soit c'est beaucoup plus structurel, mais pour l'instant c'est pas ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on a du mal à identifier les causes réellement qui emmèneraient l'inflation à des niveaux de 3 à 4% de façon très structurelle. Okay. Là où il y a un mouvement qui semble quand même enclenché, c'est dans la politique des banques centrales, de remonter des taux courts. Grégory Frappé, la dernière fois, vous nous aviez expliqué l'effet de levier, vous nous aviez expliqué qu'on était monté jusqu'à environ 30% dans les SCPI pour, grâce au faible niveau des taux d'intérêt, permettre de ralentir l'érosion des rendements puisqu'on avait un effet de levier positif. À partir de quel niveau le taux d'intérêt à 10 ans devient problématique? Parce que il y a l'emprunt supplémentaire qui a un coût, il y a potentiellement également un effet sur la valorisation de l'immobilier.
Si on monte à 1%, c'est grave. Si on monte à 2%, c'est grave. À 3%, c'est grave. C'est grave quand, docteur? Déjà vous dire, hier on était dans un monde où il n'y avait pas d'inflation et on nous expliquait que c'était problématique. Là on est dans un monde où il y a un retour de l'inflation, je crois que c'est 4% aux États-Unis, c'est 2% en France. Et cette inflation, elle s'inscrit dans une phase de croissance et de reprise, ce qui, à mon avis, est plutôt quelque chose d'extrêmement positif, voire de vertueux. C'est effectivement beaucoup d'épargne qui a été accumulée, une insuffisance d'offres, un renchérissement des coûts, des loyers qui vont être indexés, donc la rente immobilière protégée. Les produits qui vont souffrir, c'est les produits de taux, parce que à 0,25 ou 1%, quand on voit que l'inflation fait 2%, on ne va pas pouvoir la battre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va devoir intégrer. Également, le cas échéant, l'assurance vie, puisque un certain nombre de taux en euros, et pas les fonds en euros immobiliers, mais certains fonds en euros vont plus être compétitifs. Et donc, on va se poser la question, est-ce que le risque immobilier est suffisamment bien rémunéré? Moi, je le crois. Et si on parle de taux, il faut quand même voir que le taux de la Banque centrale est à moins 0,50. Donc on a quand même de la place quand on investit à 4%. Maintenant sur le levier, pour moi le levier c'est quelque chose qui est extrêmement important, à la fois pour gérer l'adéquation entre la collecte et l'investissement, et pas d'avoir d'effet dilutif de la collecte sur la performance, et puis y compris de façon structurelle, je suis été favorable à mettre 30% d'hypothécaire pour acheter les immeubles, ça a accompagné la baisse des taux. On a su emprunter à taux fixe. Les taux fixes, ils restent toujours historiquement bas. Nous, là, on finance de grosses opérations à moins de 1%. Donc, il y a toujours l'effet relutif. Et moi, je pense que l'environnement de taux reste favorable à l'immobilier. D'accord. 1, 2, 3%. 2. D'accord, super. J'ai ma réponse. Ok, on va terminer avec un dernier tour de table. On a vu des grandes tendances et on a tenté de réfléchir sur tout ce qui est en train de se passer. Je voudrais qu'on dise un mot de la collecte. Les chiffres sur le premier trimestre sont tombés. 1,7 milliard. Donc l'ASPIL nous dit que c'est mieux. Ouais, enfin bon, je rappelle que c'était 2,1 milliards en 2019. Comme je le dis depuis le début de l'émission, nous sommes en juillet, donc on a passé le premier semestre, donc on a les chiffres du premier semestre. Comment se comporte la collecte chez vous et quels sont les véhicules qui sont privilégiés? On commence avec vous, Eric Cosra, chez Perial. Alors la collecte se comporte plutôt bien. Et c'est quand même la bonne nouvelle de cet après-confinement, c'est que le placement immobilier reste concurrentiel et reste toujours attractif auprès des Français. Et donc on n'a pas senti de mollesse en ce qui concerne la collecte et qu'elle continue. Et on a plutôt gagné des parts de marché chez Perial parce qu'on a été présent et qu'on a été sur le terrain et qu'on a effectivement... Plutôt sur quoi? PFO, PFO2, PFO2, hospitalité? Alors c'est surtout PF Hospitalité, la petite dernière, donc, qui est investie en hébergement sous gestion européen, qui marche très fort. Ok. Marc-Olivier Penin, qu'est-ce qui se passe en termes de collecte à la française? La collecte se porte bien, donc on est sur les mêmes rythmes que 2019 et 20. Nous, on n'avait pas corrigé du tout en 2020 en volume de collecte, donc on est sur plus de 100 millions mois, et donc on est vraiment dans la stabilité qu'on visait. Sur les secteurs, effectivement, là aussi, on a... des grosses attentes envers la santé, clairement, puisqu'on distribue une SCPI qui s'appelle Pierre-Val Santé, c'est une partie importante de notre collecte aujourd'hui. Ok. Grégory Frappé chez Primonial Rem. Je m'inscris exactement dans la même tendance que mes collègues. À date, quelques chiffres, c'est 660 millions d'euros de collecte nette, donc c'est significativement plus que l'année dernière. Et puis, elle s'oriente sur nos deux blockbusters, Primovie, la santé, vie et l'éducation, mais aussi le bureau, et je m'en réjouis, sur Primopierre. Ok, donc je constate que finalement les thématiques sont peut-être plus fortes que les labels ISR. Aujourd'hui, commercialement, c'est plus facile de vendre ce sujet-là. Donc maintenant, ça, c'est ce que font les clients et les conseillers. On va terminer cette émission avec un petit jeu. Vous gérez un patrimoine immobilier diversifié. Alors, chez certains, c'est directement dans des SCPI. Chez d'autres, c'est des constructions d'allocation d'actifs avec des briques pures. Mais malgré tout, la problématique, elle reste la même.
On a beaucoup parlé des inquiétudes sur le bureau. Vous nous avez parlé beaucoup de tout l'argent qui arrivait sur le secteur de la santé. On n'a pas dit un mot du commerce, mais on a tous entendu qu'avec les fermetures administratives, il y avait des inquiétudes sur le commerce. Il y a eu tout ce qui est autour de l'hôtel qui a été fermé sans mesure administrative. Donc ma question est relativement simple. Aujourd'hui, en termes d'allocation d'actifs, est-ce que vous suivez le marché et ce que font les investisseurs, c'est-à-dire on bourre en santé, on évite le commerce, on hésite sur le bureau, ou est-ce que vous avez envie d'être un peu contrariant et de dire moi j'ai des équilibres qui peuvent être un peu différents? Grégory Frappé. Donc, moi, ça fait longtemps que je défends les vertus de l'allocation par des briques élémentaires. Donc je dirais il faut toujours 40% à minima de bureaux. C'est extrêmement résilient et c'est peut-être une des classes d'actifs qui protège le mieux la valeur patrimoniale. 30% de santé, parce qu'on voit les besoins qui sont considérables en matière d'immobilier de santé, l'accompagnement de la croissance des exploitants à destination d'une patientèle qui vieillit. Et puis il ne faut pas hésiter à jouer l'alternative. Nous on croit beaucoup au résidentiel. Et il y a vraiment de fortes augmentations de valeur sur l'immobilier résidentiel et aussi sur l'hôtellerie. Mais l'hôtellerie, c'est un produit de spécialistes et il faut le faire avec des spécialistes. Marc-Olivier Penin, votre sentiment, je vais vous poser, pour pas que vous me disiez le bureau c'est pas mal, etc. Le commerce, personne il faut tomber dans le commerce bashing? Non, surtout pas. Je pense au contraire que c'est à partir du moment où beaucoup d'acteurs se détournent en même temps d'un secteur qu'il faut au contraire le regarder. Le bloc bureau, c'est le marché le plus profond, on n'y échappe pas. En commerce, par contre, on a X formats. Le problème du commerce, c'est que c'est les commerces et il y a un nombre de formats de commerce qui est assez considérable. Et dans ces formats complexes, que ce soit des centres commerciaux de différentes tailles, ou du pied d'immeuble, ou des commerces plus spécialisés, il y a des opportunités, j'en suis convaincu. Ouais. Ok. Il faut continuer à en mettre un petit peu dans les allocations. Éric Cosra, votre sentiment? Alors nous, on est toujours convaincus par le bureau. Le bureau nouvelle formule, bien évidemment le bureau ISR, parce que maintenant il peut y avoir de bureau que lorsqu'il est labellisé investissement socialement responsable. Donc je dirais une allocation d'actifs 60% bureau et 40% hébergement sous gestion, éducation, santé, senior. Ok, parfait. Merci à tous les trois d'avoir répondu à ces questions. Macroéconomique, je disais, c'était l'objectif. Pour autant, on n'a pas tout à fait terminé l'émission, notamment Éric et Grégory, je vous ai sous la main, donc je vais quand même en profiter, parce qu'on a quand même des éléments d'actualité qui concernent vos sociétés, donc je ne les ai pas traités au début, parce que j'avais annoncé que ce n'était pas le sujet du débat, mais malgré tout, je ne veux pas les négliger, donc on va prendre, si vous voulez bien, 2 petites secondes pour parler de ce sujet-là. Je commence avec vous, Éric Cosra. Hier, la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers a annoncé une sanction à l'égard de Perial à hauteur de 250 000 €. Je rappelle que le rapporteur de l'AMF qui avait demandé 500 000 €, c'est-à-dire le double. Vous avez hier soir communiqué sur cette sanction. Il y a un truc que je n'ai pas vu dans le communiqué, mais peut-être que je l'ai lu trop vite. C'est est-ce que vous faites ou est-ce que vous ne faites pas appel de cette sanction? Nous respecterons la décision de l'AMF et donc nous ne ferons pas appel de cette sanction. Ok, et on est d'accord, l'ensemble des éléments qui vous ont été reprochés sur la période 2007-2019 sont aujourd'hui d'équerre? Période révolue, et l'AMF a pointé du doigt le fait que nous avions donc mis les mesures nécessaires pour pouvoir corriger les carences de conformité réglementaire et administrative, puisqu'on ne parle uniquement de conformité réglementaire et administrative, et elle a également pointé du doigt le fait qu'aucun associé et aucun investisseur n'a été lésé dans cette affaire. Ok, deuxième question maintenant pour vous, Grégory. C'était pas hier, c'était un peu plus tôt. L'annonce du rapprochement entre Primonial et Altarea avec Primonial REM, c'est-à-dire la partie immobilière, étant un élément important de cet échange. Vous nous en dites 2 mots parce qu'on en parlera longuement demain dans une émission spéciale. Alors, juste 2 mots. On est extrêmement fiers de ce rapprochement entre 2 très belles entreprises indépendantes pour créer un ensemble assez unique sur le marché de l'immobilier et de l'épargne.
Avec Stéphane Vidal, Laurent Fléchet, Stéphanie Lacroix, on a toujours été assez soucieux d'avoir les bons actionnaires pour nous accompagner dans notre développement. Les fonds d'investissement pour faire de la croissance externe au bénéfice de nos clients investisseurs qui nous avaient permis de compléter le paysage du groupe avec la financière de l'échiquier, avec des assureurs pour avoir de la traction et de l'innovation sur des produits immobiliers. On pense à Arkea et au fonds en euros immobiliers. Et la conviction que l'on partage avec Laurent et Stéphane, c'est que demain, la création de valeur en immobilier, ça sera plus la compression des taux, qu'il va toujours falloir travailler davantage nos actifs, être toujours plus experts sur les actifs. Et l'annonce du rapprochement avec Altarea, c'est pour mieux travailler le patrimoine au bénéfice de nos investisseurs. Et puis aussi, je fais un petit coucou à Dominique Ozanne qui rejoint l'équipe Primonial avec une magnifique entreprise qui sera chargée de déployer des stratégies sur l'hôtellerie. Ok, ça nous donnera d'ailleurs l'occasion d'un débat sur l'avenir. On a parlé du bureau, on a parlé de la nature des baux tout en restant dans le bureau, mais la valeur ajoutée dans l'immobilier, est-ce qu'on est sur le schéma du revenu traditionnel ou est-ce qu'il faut créer d'autres schémas? Ça nous fera un prochain débat. Merci à tous donc d'avoir été avec nous. Vous l'avez compris, demain, donc, émission spéciale avec Alain Taravella, le président d'Altarea, et Stéphane Vidal, pour parler de ce rapprochement entre ces deux entreprises. On essaiera de voir tout ce qui va se passer, à la fois dans le groupe Primonial, à la fois chez LFDE. Ça sera demain à partir de 15h et vous retrouverez naturellement, si vous êtes en rendez-vous, l'émission en replay dès demain soir. Salut, à demain.